dans la droite ligne de ce qu'on vient de dire, ça ne sera pas très très long. Donc, va au début. C'est bon? Le bouton du début, non? À gauche, à gauche. À gauche? À gauche. C'est Juste avant. Voilà, Voilà. parfait. Vas-y encore. Bon, voilà, donc rapidement, donc l'uranium au Niger, on sait bien que l'ampoule que nous utilisons, la lumière que nous utilisons ici en France, effectivement, donc provient de l'uranium qui est extrait dans les zones septentrionales, la zone nord du Niger, à Arlit. Donc vous verrez cette ville de 150 000 habitants, où se trouve l'essentiel des mines qui est à la frontière avec l'Algérie, qui est où il y a 2 mines dont nous reviendrons rapidement dessus. Le Niger, tout simplement, bon, on ne parlera pas de l'actualité avec la libération des otages, etc. Donc le Niger a été un maillon quand même essentiel pour cette libération-là il y a quelques jours. C'est un grand pays, immense pays, 3/4 désertique, et le reste c'est sahélien, donc c'est le Sahel, c'est pratiquement le Sahel, 1 267 000 km², ça ne pas rien. Ça fait plus de 2 fois la France, 2 fois et demi, même la France, 17 millions d'habitants, donc qui a un taux de croissance à faire pâlir toutes les nations occidentales, 11% de taux de croissance. Le problème, on le sait en Afrique, on a des taux de croissance qui sont très élevés, mais qui ne se transforment pas en développement. Il faut que le taux de croissance se transforme quand même en outil de développement. Parce que c'est comme on fera 20%, il n'y aura pas de changement sur les populations. Voilà, donc capitale Niamey qui est là à l'ouest du pays. C'est un régime démocratique, semi-présidentiel, qui a nommé Mahmoud Issoufou en 2011, qui est membre de l'Internationale socialiste, qui est ami à François Hollande, bien sûr, et qui est de cette obédience-là. Est-ce qu'il faut dire, donc les ressources minières, là je prends en frappe, donc vous avez de l'uranium, effectivement, donc le pétrole qui a commencé à être exploité, dont la raffinerie se trouve à Zinder, donc la deuxième ville du pays qui est juste là. Vous avez de l'or, effectivement à l'ouest, du charbon, beaucoup de charbon dans la région d'Agadez, et vous avez aussi la cassitérite, qui est le minerai de l'étain, donc qui est aussi dans la région d'Agadez, dans l'Aïr, dans les montagnes de l'Aïr. C'est le 4e pays producteur mondial d'uranium. 4e pays, à un certain moment il était même 2e producteur. Bon, maintenant il y a certains pays qui sont devenus de nouveaux producteurs, comme le Kazakhstan, qu'on ne connaissait pas avant. Sinon, de tout le temps, le Niger a été le 2e producteur, avec donc 5 000 tonnes, soit 9% quand même des réserves mondiales. Et à l'horizon 2015-2016, il y en aura 10 000 tonnes. Et le Niger sera le 2e producteur mondial. Donc, 2e producteur mondial. Mais quand vous regardez le PIB par habitant, qui est de 382 $ par habitant, c'est extrêmement bas. Donc, au fond, c'est un pays qui est assez pauvre. Voilà. Donc, pour exemple, la France est à peu près 6 000 $. Donc voilà, le Sénégal à peu près 800 $, etc. Voilà, donc je parlerai rapidement aussi du fondement de ce qu'on appelle donc cette politique minière France-africaine. Jo avait parlé effectivement de la France-Afrique, c'est un terme que nous chérissons tous ici. Et je reviendrai donc sur la tentative de création de l'OCRS, puisque la France, quand même, dans les années 50, a voulu mettre le grappin sur le Sahara en créant tout simplement de toutes pièces en 1957, on reviendra, l'Organisation commune des régions sahariennes, donc, qui regrouperait, vous verrez donc, sur la carte. Et puis, je parlerai, ce qui est fondamental, et là vous allez un peu rigoler, le pacte colonial. C'était un accord de coopération et d'exclusivité minière qui avait regroupé en 1961 trois pays un peu de la sphère francophone.
l'OCRS, effectivement, donc créé le 10 janvier 1957, c'était un projet un peu fou, hein, ça il faut le reconnaître, à l'époque du gouvernement de Guy Mollet. Donc Guy Mollet, qui est socialiste à l'époque, qui était président du conseil, donc vous verrez sa photo après. Donc cette organisation, elle visait quoi? Elle visait tout simplement de mettre cette zone-là, en 1957, sous le contrôle exclusif de la France. Et quand nous savons qu'en 1957, déjà, l'Algérie, avec le congrès de la Soumane en 1954, le 1er novembre 1954, déclarait la guerre à la France. Donc, ça veut dire que l'Algérie, même si elle est indépendante, elle ne recevra que le nord du pays, mais tout le Sahara reviendrait à la France. Donc, vous verrez la carte. Mais j'explique rapidement donc, les objectifs, effectivement. Donc, c'est de détacher donc, des espaces territoriaux de l'Algérie, du Soudan français, du futur Mali, du Niger et du Tchad, des zones qui étaient riches en ressources minières au bénéfice de la puissance coloniale. Donc, la puissance coloniale, c'est la France. Et de construire donc, un grand ensemble industriel, voilà, donc, des grands projets, un ensemble industriel, alors qu'il y a aucune machine qui a été donc, installée dans ce pays-là. Et donc elle aura l'autorité sur ces pays qu'on a cités. Il y a deux grands départements algériens de l'époque, donc la Saoura et le département des Oasis. Donc c'est la région de Ouargla, Gardaïa, donc pour ceux qui connaissent l'Algérie, et jusqu'au sud, Tamaracet, etc. Vous avez les cercles de Goundam, de Tombouctou, de Gao, donc ce qui est considéré maintenant comme le nord du Mali, et les cercles de Tawa, Agadez, donc au Niger, et la région du Bornou, Enedi, Tibesti, c'est-à-dire tout le nord, effectivement, donc du Tchad. Les ressources qui sont, donc, qui ont été mises en évidence, effectivement, dont on sait qu'elles existaient à l'époque, il y avait donc toute cette panoplie de ces ressources-là. Et pour donner un exemple, c'est 6 à 7 millions de tonnes par an potentielles au Sahara qui peuvent être exploitées. Voilà, donc lui, c'est donc Guy Mollet, effectivement, donc c'est lui qui a créé cet ensemble qu'on appelle l'OCRS, l'Organisation commune des régions sahariennes. Donc, création 13 juin 1957. On a un délégué général qui est Olivier Guichard, c'est un gaulliste historique qui, je pense, qui est décédé à l'heure actuelle. Voilà, donc vous avez ici la carte de ce que représente l'OCRS, c'est-à-dire la mainmise de la France. Sinon, les autres, vous pouvez prendre. Hein. Donc, c'est comme ça. Donc, tout ce qui est en vert, effectivement, donc, les limites, donc, vous voyez bien, la grande partie de l'Algérie. Donc, vous avez là où se trouve l'essentiel du pétrole actuel de l'Algérie, à Hasreben et Hasmessaoud, En Amenas, là où il y a eu au mois de janvier l'attaque des terroristes, En Amenas, qui est très riche en gaz, Il Salah, etc., Tamaracet. Vous avez donc cette région-là, le Tchad, donc Bornou, Enedi, Tibesti, donc le nord du Tchad, le nord du Niger, donc qui est là, la région de montagne de Naïr, et vous avez effectivement le nord du Mali, qui est une région maintenant qui est assez troublée, Tombouctou, Kidal, Gao et Taoudéni. Donc toutes ces régions-là. Je reviendrai après pourquoi la Mauritanie ne faisait pas partie effectivement de ce battre ensemble. Et pourquoi la Libye? La Libye, parce que tout simplement elle était italienne. Donc elle ne peut pas être du côté de la France. Le Maroc, les Français n'ont pas vu l'utilité effectivement de mettre le grappin. Déjà c'est un protectorat. Hein? Donc c'est comme si c'est déjà fait. Voilà, donc vous avez donc les hydrocarbures, c'est tout ce qui est voilà, l'uranium, le charbon, le gaz, le pétrole. Et vous avez donc les limites du peuplement touareg. On reviendra un tout petit peu là-dessus, parce que c'est quand même un grand sujet à l'heure actuelle à Kidal, lorsqu'on suit un peu l'actualité. Voilà, donc pour donner un petit exemple, un échantillon sur la région, tout simplement, une petite région, nord de Tombouctou. Vous avez toutes ces richesses-là. Le gypse, 3 millions de tonnes, etc. Ça, c'est des estimations. Donc,
ça a peut-être évolué. Vous avez donc la mirabilite, etc. Donc c'est ce qui sert à faire les verres, la blobérite, etc. Le charbon, vous avez le fer, le manganèse, le phosphate, et même du sel gel. Donc vous avez toutes ces régions-là. Donc l'OCRS effectivement donc, était parti sur effectivement donc, sur sa lancée 1957. Dans 3 ans, ces pays-là seront indépendants. Donc le problème qui s'était posé, c'est que pourquoi ça allait échouer? Parce que ça allait échouer forcément. Non seulement les pays allaient être indépendants en 1960, mais aussi parce que certains pays n'étaient pas d'accord. Le Mali de Modibo Keïta n'était pas d'accord. Donc là-dessus, puisque le Mali voyait effectivement un problème de déstabilisation de sa région nord. Donc elle s'est dit, c'est la région des Touaregs. Si on laissait à la France, peut-être la France allait donner aux Touaregs un État. Donc c'est cette problématique qui a cours à l'heure actuelle. Parce que les Touaregs voulaient un État, voulaient s'autodéterminer. Que ce soit au Niger, que ce soit en Algérie, que ce soit au Mali, etc. Donc cette question-là, Modibo Keïta, le premier président du Mali, qui était aussi député à l'Assemblée nationale française dans les années 50, il a dit non tout simplement. Et en Mauritanie, donc, comme je vous le disais, la Mauritanie aussi n'était pas d'accord. La Mauritanie de Mokhtar Ould Daddah, à l'époque, dit non, on n'est pas d'accord. Voilà. Nous, on ne veut pas de ce projet-là. Si vous voulez venir industrialiser, oui. Accord de coopération économique, oui. Mais accord politique, non. Voilà donc ce que disaient Modibo Keïta et Mokhtar Ould Daddah. Voilà. Mais sinon, le président Djori Amani du Niger et à l'époque Ngarta Tambarbaye, donc tous deux ont dit oui, on peut aller sur l'accord politique. Hein. Voilà. Mais ils ne pressentaient pas quand même un peu, un peu le côté vicieux et vicié quand même de ce projet-là. Donc ce qui nous amènera finalement, donc, ce projet étant mort-né, tout simplement parce que les gens n'étaient pas très d'accord et en 1960, beaucoup de ces pays-là allaient recouvrer donc, leur indépendance. L'histoire tout simplement donc, de ce uranium-là, pour aller très très vite, c'est 1956 déjà que le bureau de ressources minières et géologiques BRGM, qui existe encore, a décelé effectivement donc, des traces de l'uranium dans la région nord donc, du Niger, dans la région d'Arlit. Donc vous avez tous ces... à quel moment ça a eu. Donc vous avez le BRGM, vous avez aussi le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. Donc c'était les deux institutions justement qui prenaient part donc, aux recherches de l'uranium. Voilà, donc c'était le premier président du pays, Amani Djori, instituteur de son État à l'époque, député de l'Assemblée nationale française, à l'époque aussi, donc qui était quand même l'homme de la France. Ayant été député, forcément, on va aller contre les intérêts. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que, donc ça, je reviendrai sur, puisqu'il y a un accord, justement, en 1961. Justement, donc, en parlant de Djori Amani, donc le premier président, il faut reconnaître qu'il avait hérité d'un pays qui manquait de tout. On nous a vanté à un certain moment, il y a quelques petites années, le rôle positif de la colonisation, mais le rôle positif de la colonisation s'arrêtait aux portes du Niger, puisque le pays n'a pratiquement rien. La colonisation, c'est comme si je disais, la colonisation n'a rien fait au Niger. Quelques écoles bien ciblées, les routes bitumées, 7 km de routes bitumées dans tout le Niger en 1960, c'est-à-dire de la résidence du gouverneur, donc à Niamey, la résidence du gouverneur à l'aéroport. Ça, c'est bitumé. C'est tout simplement ce que le Niger a hérité de la colonisation. Quelques bâtiments, effectivement, coloniaux, oui. Mais en termes d'infrastructure, c'était le néant total. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, le premier président, je reviendrai là-dessus, a misé, quand il a entendu que le
CEA et le BRGM, justement, ont mis en évidence qu'il y a de l'uranium au Niger, il avait dit, chiche, moi j'ai besoin pour mon développement. Voilà. Donc il faut qu'on exploite au plus vite donc, ces minéraux d'uranium. Ce qu'il y a aussi, c'est que après avoir échoué donc, avec l'OCRS, la France se dit, tiens, et si j'inventais autre chose? Voilà. En 1961, 24 avril 1961, un accord va être scellé avec les dirigeants de la France-Afrique. Vous avez reconnu bien sûr Michel Debré, qui était le président, le Premier ministre, plus du Conseil. Vous avez Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Après, vous avez Diori Amani donc, du Niger et vous avez Hubert Mada du Bénin. Donc ces quatre-là vont signer un accord qui proclame tout simplement l'exclusivité de tous les minéraux qui seraient donc exploités dans ces régions-là. Donc vous pouvez rapidement lire, mais la France informe régulièrement donc, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la République du Bénin, qu'elle est donc de la politique qu'elle est amenée à suivre en ce qui concerne les matières premières. Ça veut dire tout simplement, tous ces minéraux-là m'appartiennent à la France. Donc la France dit, tous ces minéraux m'appartiennent. Vous avez tous ces minéraux-là qui sont dans le protocole justement de cet accord-là. C'est-à-dire les hydrocarbures liquides et gazeux, l'uranium, le thorium, etc. Donc, ça veut dire tout simplement que la France s'arroge tous ces minéraux. Et donc, ces présidents-là, qui étaient donc des présidents nouvellement installés en 1960, ils ont signé. Donc, et à chaque fois, moi je viens, je prends, mais si vous voulez faire usage de vos ressources, il faut que vous m'informiez. Il faut que vous me dites, non mais je veux vendre une tonne d'uranium ou de pétrole ou 2 barils donc, de pétrole à un autre pays. Il faut que la France soit informée. Et c'est ce qu'il dit, bon, je n'ai pas le temps de tout lire, vous pouvez lire de vous-même, donc les propos de cet accord-là. La République française est tenue informée des programmes et projets concernant l'exportation hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, Dahomey, Niger, des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie. Voilà. C'est quand même des matériaux qui sont un peu dangereux. C'est avec ça qu'on fait la bombe atomique. Voilà. Donc, les gars, vous faites doucement, donc ne vendez pas à n'importe qui ces matériaux qui sont quand même très très sensibles. C'est l'uranium, le thorium, le lithium, etc. Le béryl. Bon, donc je reviens là-dessus, effectivement, donc sur cet accord-là, donc ces pays-là ont signé, effectivement, voilà, parce qu'ils pensaient que, surtout le Niger, pensait que la France allait appuyer son développement, puisqu'il manquait de tout. Donc la France allait appuyer son développement. Chose qui n'a jamais été le cas. Et cet accord-là survit encore, mais quand même de façon très remaniée. Et on verra avec la politique d'Areva, justement au Niger. Les principales mines, rapidement, donc, vous voyez, c'est dans la région d'Arlit, cette ville, comme je disais, 150 000 habitants, où il y a deux mines qui sont donc la Somaïr et la Cominac, et la troisième mine qui sera effective en 2015, qui est la mine d'Imouraren, qui sera la première mine d'uranium au monde que Areva est en train de construire, avec un investissement de plus d'1 milliard d'euros dans cette région-là. Donc c'est dans la région d'Agadez. Donc vous avez la Somaïr, c'est effectivement la première mine qui a été créée. C'était en 1968 sur le site d'Arlit. Et à l'époque, les réserves étaient estimées à 14 000 tonnes. Il y en a plus, parce que la région est tapissée vraiment de ces ressources granifères. À l'époque, on avait des participations de la COGEMA. À l'époque même, c'était le CEA, le Commissariat de l'énergie atomique, qui est futur Areva.
qui possède 63%, et jusqu'à présent, dans cette mine-là. Et l'État du Niger qui n'a que 36% donc, du capital. Il y a eu, les Allemands sont partis, Urangerschaft, donc ils sont partis jusqu'à les années 80, ils étaient là. Il y a aussi Agip qui était là, qui était une société italienne. Donc, c'est une mine, c'est des mines à ciel ouvert, donc comme vous verrez un peu sur la photo. Vous avez la deuxième mine qui est la Cominac, la compagnie des mines d'Akuta, donc c'est toujours dans la région d'Arlit. C'est la première, c'est la plus grande mine souterraine au monde. Au monde. C'est quand même, donc vous voyez l'entrée donc de cette mine-là. Donc vous faites des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres en sous-terre. Voilà. Et c'est là où il y a eu récemment un attentat justement des djihadistes devant cette mine qui a dû être arrêtée par la suite. Donc les réserves à l'époque étaient estimées à 29 000 tonnes et les participations toujours. Donc là, Kojima avait 34%, toujours majoritaire. Arriva. Onarem, donc c'est l'État du Niger qui a 31, nous, le Japon donc qui a 25 et nous avons l'Espagne à. Juste à savoir quelque chose, c'est que les mines d'uranium, les deux mines d'uranium là, font 50% des ressources d'Areva. Areva qui est la deuxième société qui vend de l'uranium au monde. C'est la deuxième. Donc 50% viennent de ces mines-là, Somaïr et Cominac. 4200 tonnes par an, ce qui est considérable. Et depuis la création justement de cette mine-là en 1968 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 120 000 tonnes qui ont été extraites justement donc, de ces deux mines, seulement deux mines. Bon, après, donc je vous ai raconté le président Diori Hamani, donc il voulait que tout aille vite. Je vais faire rapidement là aussi, puisque donc le premier président, puisque son pays n'a rien, il s'est dit, bon, il faut accélérer un peu l'exploitation donc de l'uranium. Et là aussi, donc, le CEA de l'époque lui avait dit, et la France aussi, donc à l'époque, le gaulliste du général de Gaulle avait dit, on a un accord déjà qui a été signé en 1961, et en plus, vous êtes une ancienne colonie française. Et donc, ce qu'on va faire, on va tout prendre l'uranium pour aller pour nos utilisations, donc pour les utilisations françaises, et aussi pour le vendre. Et nous, on vous donne une compensation tout simplement, qui s'appelle aide au développement. À l'époque, c'était 1 milliard de francs CFA. À la fin des années 60, 1 milliard de francs CFA, ce qui faisait 20 millions de francs français de l'époque, donc 3 millions d'euros. Voilà. Donc à l'époque, début des années 70, c'était 3 millions d'euros. On prend toutes les richesses, on vous donne cette compensation-là sous forme d'aide au développement. Bien sûr, on ne voit pas la couleur. Et Diori se fâche, bien sûr, il se cabre, il dit, ben, écoutez, moi j'ai besoin d'argent, hein, je vais faire des routes, je vais faire des hôpitaux, etc. Et là, ils ont fait beaucoup de tractations, de tractations effectivement, donc qui n'ont pas du tout abouti. Et Diori s'est mis en tête, ben, si c'est ça, je vais aller chercher d'autres partenaires. Les Canadiens par exemple, c'est un producteur d'uranium, ils s'y connaissent. Et ça n'a pas plu justement à l'époque au gouvernement français. Pourquoi aller chercher d'autres que nous on est là, on vous aime bien. Mais, et donc, et là-dessus, donc, pourquoi aller chercher d'autres? Même si c'est les Canadiens, même si c'est les francophones. Et donc là, ce qui devait arriver arriva. 1974, le 15 avril, Diori est victime d'un coup d'État, un coup d'État militaire. Donc, à l'époque, on a bien profité. Il y avait une vacance du pouvoir en France, puisque c'était la mort de Georges Pompidou, donc au mois de mars, je pense, 1974. Et c'est en avril le coup d'État a eu lieu. Donc, à l'époque, c'était une
une sorte d'intérim qui était assuré par Alain Poher, qui était le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, donc qui a pris la présidence de la République en remplacement de Georges Pompidou. Donc, il y a un flottement. Et les militaires, qui étaient des militaires pro-français, effectivement, prennent le pouvoir. Et 2 jours avant, Jacques Foccart, que tu disais, était de passage à Niamey. Il était de passage au Niger. Sûrement qu'il a vu les militaires, qu'il les a un peu bien briefés sur la manière de faire. Et Jacques Foccart, on le sait, tout le monde le sait ici, c'est lui qui fait les coups d'État en Afrique. C'est lui qui fait les coups d'État en Afrique. Presque tous les coups d'État que vous prenez dans la sphère francophone, c'est Jacques Foccart. Là, malheureusement, je passe sa photo, mais à mon avis, il ne le mérite pas. Donc, ce coup d'État a lieu au moment où Jory cherchait, il allait dans 2 jours au Canada, donc aller ratifier un accord avec les Canadiens. Et comme il y a un accord de coopération militaire à l'époque, le chef français, justement, donc, du commandement militaire qui est à Niamey, à ce moment précis du coup d'État, il était en villégiature dans un parc national au sud du pays. Donc il n'était même pas sur place. Ça veut dire, voilà, oui, je vais faire vite là. Donc ça me semble quand même important de dire, effectivement, donc, cette anecdote-là, cet aspect de la politique. Donc ceux qui viendront après feront toute la politique, effectivement, francophone et france-africaine. Bon, ici on a 1976, c'est des changements de nom, hein. CEA devient Cogema, et en 2006 on verra que Cogema deviendra Areva. Donc vous avez ici la carte des pays qui exploitent, des pays où on exploite l'uranium. Vous avez le Niger, vous avez le Sénégal qui était quand même un projet, je pense que ça n'a jamais eu lieu. La Centrafrique qui avait des mines mais qui ont dû être fermées, le Gabon aussi, ce sont des mines qui sont fermées. La RDC, il y a énormément de ressources. Vous avez la Namibie et l'Afrique du Sud, voilà, où il y a des centrales, justement, donc, comme vous verrez. Ce que gagne le Niger, tout simplement, c'est presque minable. 100 millions d'euros par an. Actuellement, on parle à l'heure actuelle, ça fait à peine 5% du budget de l'État, alors qu'il contribue à 50% des ressources d'Areva, des réserves d'Areva. Et il y a, chaque année, il y a 4200 tonnes qui sont extraites. Il y a 1700 employés dans les 2000. Si vous faites la comparaison avec le géant Areva, vous avez 9 milliards de chiffre d'affaires, etc. Ce qui représente rien, même le secteur de tertiaire est plus important que effectivement ce que rapporte donc Areva. Le marché de l'uranium, on le sait, il est très fluctuant, c'est vrai, mais jusque dans les années récentes, 2006, il était seulement à 27 000 francs CFA, ce qui représente 40 € le kilo. Et le marché spot, c'est-à-dire le marché international, vous savez, à la bourse, etc., c'est là où on décide donc des prix, il est à 186 €. Vous voyez la différence? La différence est quand même énorme, de 40 à 186. Donc vous avez toutes ces années-là, et actuellement il est de 73 000 francs CFA, ce qui représente 111 €. On n'est pas encore au bout. Donc vous voyez ici, donc le cours spot, effectivement, je l'ai fait, c'est un livre, donc il y a $1. Donc vous verrez un peu, ça en rouge, c'est le cours de l'uranium. Maintenant il est en baisse, c'est vrai, avec tout ce qui s'est passé avec Fukushima, etc. Donc vous le savez, c'est court. Mais la demande est forte. En bleu, c'est la demande. De toute façon, même si le cours est faible, il y a quand même beaucoup de demandes. Il y a beaucoup qui veulent rouvrir leur centrale nucléaire. Donc la bataille de l'uranium, je l'ai intitulée comme ça, c'est le bon camarade, l'ancien président Mamadou Tanja du Niger et l'ancien président Nicolas Sarkozy. Ici on a l'impression d'une belle photo de famille, mais au fond, chacun est sur ses gardes. C'est-à-dire, pourquoi Sarkozy est sur ses gardes? C'est parce que tout simplement à l'époque il avait conclu avec le colonel Kadhafi